un secteur très essentiel pour l'économie de la République démocratique du Congo. On en a parlé un peu tout au long de cette émission. C'est le secteur minier. Comment la première année des Judith Sominois a été? Quelle gouvernance dans le secteur minier en République démocratique du Congo avec à la tête du ministère des Mines, le ministre Kizito Parabomba. On voit l'ensemble de tout ceci dans cet élément. On se retrouve après pour en débriefer. Après une année d'exercice, le gouvernement de Judith Suminwa Tuluka fait face à la réalité d'un secteur minier vital, mais complexe et sous haute tension. Pilier de l'économie congolaise et principalement source de devises, ce secteur a connu une année d'activité intense marquée par des enjeux de production, de gouvernance et de sécurité. Le secteur minier a continué de dominer les exportations de la République démocratique du Congo, tirées principalement par le cuivre et le cobalt, métaux essentiels à la transition énergétique mondiale. La première année du gouvernement cheminois a globalement bénéficié des cours mondiaux favorables, permettant à la production de maintenir un rythme élevé et d'assurer des revenus significatifs pour les trésors publics. Cependant, la volatilité de prix reste une préoccupation constante. Toute fluctuation importante sur le marché international a un impact direct et immédiat sur les recettes de l'État, soulignant la fragilité de la dépense de l'économie congolaise à ces seuls facteurs. Le gouvernement a poursuivi les efforts pour améliorer la gouvernance et la transparence dans le secteur minier. Des initiatives visant à renforcer les contrôles de contrats et à lutter contre la fraude ont été maintenues. La question de la traçabilité des minéraux, notamment dans l'est du pays, reste un enjeu majeur pour répondre aux exigences internationales et éviter le financement de conflits. Le code minier de 2018 est toujours au cœur des discussions avec la volonté de maximiser les retombées pour le pays. Néanmoins, l'application pleine et entière de certaines dispositions, notamment celles relatives au contenu local et au rapatriement des devises, continue de rencontrer des défis. Le secteur minier, en particulier dans l'est de la RDC, demeure profondément affecté par l'insécurité. La présence et les activités du M23 ainsi que d'autres groupes armés perturbent les opérations, menacent le travailleur et détournent une partie de la production artisanale vers des circuits illégaux. Cette situation met une pression constante sur les entreprises et les autorités qui doivent sécuriser les zones d'opération et les corridors de transport. Le problème de l'exploitation minière artisanale illégale et de son lien avec les conflits reste un défi immense, nécessitant une approche multidimensionnelle incluant la démilitarisation, la formalisation et le développement alternatif pour les communautés locales. L'intérêt des investisseurs étrangers pour les minerais congolais est resté fort, comme en témoignent certaines transactions significatives, par exemple l'acquisition récente d'une participation majoritaire dans l'Alpha-Mine par une entité émiratie. Le gouvernement cherche également à équilibrer le partenariat traditionnel avec de nouveaux acteurs dans l'objectif de diversifier les ressources de financement et des technologies. Le deal minier en discussion avec les États-Unis, par exemple, vise à sécuriser l'approvisionnement en minerais critiques tout en promettant un soutien à la République démocratique du Congo pour la sécurité et le développement. La concrétisation de tels accords sera cruciale pour l'avenir du secteur. La première année du gouvernement chinois a vu le secteur minier continuer de porter l'économie congolaise malgré l'oppression de cours, les impératifs de gouvernance et l'épée de Damoclès de l'insécurité. Le défi majeur pour les années à venir sera de transformer cette richesse du sous-sol en un véritable levier de développement inclusif et durable pour l'ensemble de la population congolaise, tout en assurant la stabilité et la sécurité des opérations.
Le secteur minier de la République démocratique du Congo demeure le poumon de ce géant au cœur de l'Afrique. Tony Dibendila, un poumon que vous avez récemment, il y a quelques minutes, qualifié aussi de talon d'Achille. Est-ce que le secteur minier de la RDC, au cours de cette première année de la gouvernance souminoise, a vraiment été à la hauteur des attentes qui sont siennes? Bon, je crois que s'il faudra replacer la République démocratique du Congo, la véritable place qu'occupe la RDC dans le secteur minier et sur l'échelle mondiale, je crois que nous sommes jusque-là en dessous, de manière générale, vraiment en dessous des moyens. Parce que nous savons que les Congo ont toujours été présents en termes de matières premières lors des grands bouleversements de ces secteurs ou encore lors des révolutions. C'est-à-dire, je vais évoquer l'avènement de la bombe atomique. C'était avec les matières premières, soit l'uranium congolais. Aujourd'hui, on est à l'ère de la transition énergétique. Il y a encore les Congo qui est présent. Mais en termes de retombées, oui, ce qui est vrai, en termes de retombées surtout, est-ce que le secteur a généré les recettes nécessaires attendues par le gouvernement? On voit les efforts être fournis. Par exemple, déjà, nous avons tous vu en marche de la conférence de gouverneurs, c'est toutes ces infrastructures qui sortent des terres au Lualaba. On peut plus largement dire que ce sont des retombées des ressources minières de la RDC. C'est vraiment la démonstration du fait que les ressources minières peuvent bénéficier aux populations locales où les mines sont tirées, mais plus largement aussi à la République dans son ensemble. Je crois que c'est un an, ça a été la suite logique des choses. Nous avons connu des grandes réformes de ces secteurs. Déjà, en 2018, on avait les nouveaux codes miniers qui a permis, en tout cas, qu'il y ait plus de retombées pour la population. Tout à fait, pour la population, mais aussi pour des matières premières stratégiques. Les Congo pouvaient enfin un peu bénéficier d'un peu plus des pourcentages en termes de rétrocession et autres. C'est-à-dire que je crois que c'était une véritable réforme, mais aussi l'arrivée des fonds miniers pour les générations futures qui a quand même aussi fait avancer les choses, mais il reste des défis majeurs en termes de la transparence. Tout à fait. Ou encore en termes parce que jusqu'aujourd'hui, je crois que vous suivez les organisations de la société civile qui militent en faveur de la transparence dans les secteurs miniers. Il nous arrive à lire les rapports d'ITIE qui est très à fond également pour le secteur minier. On voit qu'en termes de transparence, il y a des efforts à faire. En termes de la présence des enfants mineurs dans les secteurs des mines, beaucoup d'efforts ont été en tout cas fournis de ce côté-là. Tout à fait, mais dans un contexte où il y a des mines importantes occupées par les forces terroristes, par exemple la mine des Roubaya. Vous voyez, c'est-à-dire que il est difficile pour l'État congolais d'avoir accès à ces mines-là occupées par les terroristes, et il y a même des enfants et des femmes qui sont forcés d'aller y travailler pour nourrir les trafics criminels alimentés par les M23 FC du Rwanda. Et donc, c'est pourquoi je dis que dans ces secteurs-là, il y a des efforts énormes à fournir pour rendre beaucoup plus sains ces secteurs. Alors, Igor Biwaka, quelles ont été, à votre avis, les innovations dans la politique de gouvernance de ces secteurs, le secteur minier, pour être précis, par le gouvernement souminois une année après? Patrick, en fait, je ne parlerai pas en termes d'innovation, puisque c'est un secteur qui fait face à beaucoup de défis. Ce qui dit innovation, c'est-à-dire que les secteurs miniers parviennent évidemment à faire en sorte que, n'est-ce pas, les communautés locales où on extrait ces minéraux puissent se développer. Mais quand on se rend compte que la plupart de ces communautés locales là sont toujours dans une extrême pauvreté. Ça, c'est un fait. Donc, on ne peut pas se voiler la face. Voyez-vous, donc, pour dire qu'il y a beaucoup de défis.
Les défis sont faits, mais c'est un secteur qui attise la convoitise de beaucoup de gens. C'est un secteur qui attise la convoitise de beaucoup de pays, puisque la République démocratique du Congo, c'est un scandale géologique. La minéraux aujourd'hui, elle se positionne comme étant un pays au cœur même de la transition énergétique, au cœur même de la transition écologique et bien d'autres aspects encore, Patrick Lubala. Mais un des aspects positifs est que ce secteur n'a pas perdu son élan. Le secteur n'a pas perdu son élan en termes non seulement de production, mais également en termes des exportations. Tout à fait. Vous verrez que la République démocratique du Congo coiffe présentement la deuxième place mondiale à l'échiquier international, ce qui concerne en fait les exportations du cuivre, ce qui d'ailleurs lui a valu en fait un excédent en termes de la balance des biens. À fin mai, si on se réfère au document en fait publié par la Banque centrale du Congo, on se rend compte qu'on a enregistré un excédent en termes des balances des biens de 1,2 milliard de dollars américains, soutenu exclusivement par le cuivre, par les exportations de cuivre. Ce qui prouve à suffisance que voilà, le secteur n'a pas perdu son élan, mais seulement ce qu'on veut de ces secteurs-là, on ne parvient pas encore à le rendre concret. Donc, on a du mal aujourd'hui à transformer nos richesses minières. Ça, c'est un grand défi sur lequel le gouvernement souminois devrait s'atteler, voyez-vous. Sur lesquels, malheureusement, une année est passée, bien d'autres gouvernements encore, bien avant, en fait, le gouvernement souminois. Mais cela n'exonère pas quand même c'est un défi qui demeure. C'est vrai que cela n'exonère pas le gouvernement souminois. On a évoqué tantôt ici les problèmes de la transformation locale également de nos richesses, de nos ressources minières. C'est aussi un aspect très positif, voyez-vous. Donc, on doit être à même de les faire. Aujourd'hui, quand on parle de la production de l'or, voyez-vous, avec, je crois, il y a quand même des aspects positifs à voir, puisque déjà la République démocratique du Congo a renforcé sa production d'or, a renforcé les exportations en termes d'or, a renforcé les exportations en termes de cuivre. Donc ce sont là des aspects très positifs du secteur minier qui soutient vraiment l'économie de la République démocratique du Congo, mais malheureusement, on n'arrive toujours pas, avec ces énormes potentialités, ces potentialités n'arrivent toujours pas à impacter en fait le développement de la République démocratique du Congo, tout en soutenant en fait le vécu de la population. Tout à fait. Tony Dibendila, on parle aujourd'hui, le ministre de Mines Kizito, on parle tous les jours, la diversification du secteur minier en soi-même. Lorsqu'on parle du secteur minier en RDC, on voit le cuivre, le cobalt et l'or qu'on exporte, mais le secteur minier, il est trop vaste. Pourquoi parler seulement du cuivre et du cobalt, alors que dans ce pays, nous avons les tantales, nous avons le germanium, nous avons le lithium, notamment du manono, d'où la question de la cartographie. Pourquoi, jusque-là, le gouvernement continue à utiliser la cartographie datant pratiquement de l'époque coloniale, alors que ça veut dire beaucoup de richesses en termes de matières premières minérales ne sont toujours pas découvertes jusqu'à aujourd'hui. Bon, mais je crois que c'est une question assez globale. C'est-à-dire que si vous regardez de plus près, il y a une certaine lenteur en termes d'exploration, ça c'est vrai, ou encore des cartographies des mines. Et cela va de soi avec ce que nous avons évoqué ici, l'histoire de la transformation locale. Il y a des projets déjà sur table. La zone économique spéciale de Moussompo, par exemple, qui prévoit, avec la Zambie, bien entendu, Moussompo à Kolwezi, qui prévoit la production des batteries électriques. Justement, cela va dans le sens c'est-à-dire de la transformation locale des non-minerais. Mais vous allez vous rendre compte en fait, nous avons vraiment l'impression que ces projets-là partent lentement. Et même en matière d'exploration des non-mines, c'est-à-dire des nouvelles cartographies des non-mines, on a l'impression que nous attendons les financements extérieurs pour qu'il y ait des travaux un peu plus approfondis pour revoir cette cartographie. Alors que normalement, le travail d'exploration de la cartographie, c'est la responsabilité du gouvernement. Avec les retombées de ces secteurs, je crois qu'on devait, même en termes de transformation locale ou encore en termes de cartographie, on devait aller plus vite parce qu'il y a le moyen pour les faire. Mais c'est aussi
à ce niveau-là, la vision et la volonté politique. Fait. C'est aussi ça, la vision et la volonté politique. Parce que je ne pourrais pas aujourd'hui me dire que il n'y a pas assez de moyens du secteur minier pour financer la conception d'une nouvelle cartographie ou encore l'exploration. Tout à fait. Parce qu'il et souvent, ce sont des travaux que l'investisseur est obligé de faire et dépenser davantage, d'où notamment des exonérations qui viennent après. C'est ça justement le problème. C'est pourquoi je voudrais qu'il y ait plus de volonté pour que nous puissions accélérer, aller vite, parce qu'avec la cartographie, nous allons beaucoup gagner. Et même avec la transformation, on aura donné plus de valeur à nos matières premières. Au lieu d'exporter brut, d'aller transformer ailleurs, nous pouvons transformer localement et puis on part vite, on aura plus de retombées favorables au trésor public. Effectivement. Et donc il faudrait qu'il y ait de la volonté et de la vision politique. Et de la volonté et de la vision politique, on est en train nous sommes vraiment à la fin de cette émission. J'aimerais qu'on puisse également placer un mot sur ce qui a aussi dominé le secteur minier au cours de cette première année de la gouvernance Soumino, même si ce n'est que récemment que ça a commencé, le deal minier en gestation avec les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, le secteur minier congolais, on sait qu'il est dominé largement par la présence chinoise. Est-ce que l'avènement des Américains dans le secteur minier pourrait apporter quelque chose de plus? Déjà, il faudrait rappeler ici le fait que ce sont les Congolais qui ont les mines. C'est la République démocratique du Congo qui détient ces mines. Donc, c'est de la responsabilité des autorités congolaises de pouvoir, n'est-ce pas, élaborer une politique beaucoup plus efficace. C'est-à-dire, je dirais, un tout petit peu, de voir en fait les faiblesses du passé et de les corriger en vue de mieux faire. D'où la question de la transparence. Voyez-vous, et la question de la gouvernance minière. Il ne faudrait pas que l'on reste dans la sempiternelle position d'exporter nos matières premières, comme on l'a dit ici. On a évoqué la question de la diversification des minières. Cette question devrait s'accompagner par, je dirais, la fabrication des usines, par exemple des raffinages, voyez-vous, par la fabrication des usines des fonderies en République démocratique du Congo. Et c'est possible de les faire, voyez-vous, Patrick Lumbala. Donc, organiser d'abord la politique interne, faire en sorte qu'on élabore, n'est-ce pas, une stratégie efficace. Puisque lorsqu'on parle des Américains, ils ne viendront pas que pour explorer les mines de la République démocratique du Congo. Ils auront également leur part du marché. Ils vont également bénéficier de quelque chose. Et donc, dans ça, il faudrait mettre, n'est-ce pas, sur la table des échanges, sur la table des contentieux, je pense, mais qu'ils vont tenir compte de cet aspect-là, mettre sur la table, n'est-ce pas, une politique qui va faire en sorte que, n'est-ce pas, la République démocratique du Congo soit bénéficiaire. Ça, c'est la responsabilité des Congolais, des négociateurs congolais. Évidemment, mais ces ressources minières, c'est très important. Il faudrait que, je pense bien qu'en tout cas, ils vont marteler sur cette évidence-là. Mais ce qui concerne les deals en gestation en soi, c'est un deal de très grande envergure et de très grande importance. Un deal qui pourrait rapporter à long terme, on a tendance à le dire ici, une affaire de 500 milliards, puisque les dollars américains en termes d'investissement sur 15 ans. Voyez-vous, Patrick Lumbala, et on parle des milliards, des 500 milliards de dollars américains sur 15 ans. Donc, c'est question, en fait, de capitaliser cette opportunité. Et pour le capitaliser, il faudrait des mécanismes probants qui vont permettre, n'est-ce pas, à la République démocratique du Congo, évidemment, de ne pas capitaliser ces opportunités tout en assurant la question de la transparence, tout en mettant d'abord en avant-plan la question, en fait, du développement des communautés locales où sont extraites ces minerais. Effectivement, Tony Dibendila, vous aussi placez un mot là-dessus. Est-ce qu'on risque pas d'assister à une guerre commerciale Chine-États-Unis sur le territoire congolais dans les secteurs miniers? Mais je commence d'abord par souligner le fait que les mines congolaises est aujourd'hui un élément de confrontation géopolitique. C'est-à-dire, il y a d'une part la Chine, d'autre part les États-Unis, mais aussi l'Union européenne. Tout le monde veut avoir un accès privilégié à ces minerais et tout le monde veut utiliser sa carte pour y arriver. Et donc, nous savons que ces dernières années, après l'accord, parce que ce n'est pas une nouveauté que la RDC cède ses mines en échange de quelque chose. Déjà en 2008, je crois bien, avec les contrats du siècle avec les Chinois, nous avons cédé nos mines en échange des infrastructures. Je crois que près de 20 ans après, nous avons évalué avec l'inspection générale des finances, on s'est rendu compte qu'on a été quelque part dupé. Non pas parce que
simplement les Chinois ont voulu duper, mais parce qu'à l'interne, il y a eu des négligences aussi, il y a eu des gestions avec légèreté. Nous avons perdu assez de milliards. Heureusement, on s'est rattrapé avec la réévaluation du contrat sino-congolais. C'est-à-dire que avec les contrats mine contre sécurité, d'abord on doit être sérieux en termes de négociations, faire passer l'intérêt congolais devant et espérer que nous puissions régulièrement faire des évaluations rapides et à très court cycle pour que nous voyons comment est-ce que où est-ce que nous allons. Il y a plusieurs années, les États-Unis s'étaient désengagés des mines de l'RDC et les Chinois avaient accaparé, avaient récupéré une bonne part de ces mines. Aujourd'hui, déjà avec les projets corridors de Lobito, on sent que les États-Unis veulent revenir et ils sont très intéressés à ces deals mines contre sécurité. Nous aussi, nous avons donc à jouer notre carte. On n'a pas qu'à donner les mines à apporter. Voyons comment est-ce que nous pouvons transformer et que ces contrats-là pourraient être bénéfiques pour les Congolais qui sont aujourd'hui meurtris, nos compatriotes de l'Est du pays. Effectivement, il faut rappeler que dans ce deal minier, notamment entre les États-Unis et la République démocratique du Congo, le Rwanda risque d'en être aussi bénéficiaire à cause de nous, parce que nous n'avons pas notamment mis l'accent sur la transformation locale, mais le Rwanda, lui, a notamment des usines de raffinage, ce qui se fait que dans les discussions, le Rwanda sera notamment inclus en ce qui concerne le raffinage des matières premières. On espère que ça ne sera pas le cas. Merci à vous tous, messieurs, d'être passés sur ce plateau. Merci Tony Dibendila, merci Igor Biwaka. Merci à vous également de nous avoir prêté votre oreille attentive. Nous vous retrouvons demain pour un autre numéro de votre magazine. D'ici là, portez-vous bien et très bonne suite de nos programmes.